Alors, on va pouvoir commencer. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je me présente, maître Nicolas Fourdrenier. Donc, je suis notaire à Paris, dans le 15e arrondissement. Et on m'a chargé de vous présenter ce soir le sujet et de traiter avec vous le sujet de l'optimisation de la donation. Avant toute chose, je voulais vous, en propos introductif, vous rappeler quelques points. Vous êtes donc, j'imagine, intéressé par le sujet, vous avez dû déjà y réfléchir un petit peu, vous devez avoir un projet, des idées. Donc je vais vous exposer une petite présentation pendant une vingtaine de minutes et je vous demanderai de réserver vos questions auxquelles j'essaierai de répondre, j'espère en totalité, dans la suite sur la fin de l'heure. Avant toute chose, donc, la donation, bien souvent, vous avez, au cours de votre vie active, constitué un patrimoine où vous avez recueilli ce patrimoine, peut-être vous-même par donation ou par succession, et vous souhaitez que celui-ci soit transmis aux générations qui viendront derrière vous. C'est une des formes de donation qu'on rencontre fréquemment. Vous pouvez également avoir le souhait d'aider un parent, un tiers, à un moment où il en a besoin pour qu'il puisse se lancer dans la vie, pour que ce soit plus simple pour lui de devenir par exemple propriétaire ou de lancer son entreprise. Et vous pouvez également souhaiter, vous-même en tant qu'actif et en tant que dirigeant d'une entreprise ou autre, avoir le souhait de transmettre cet outil de travail à un parent, un enfant ou autre. Et vous pourriez également choisir l'outil de la donation pour réaliser cet objectif. Je faisais ce petit rappel pour que vous ayez essayé d'avoir un panorama sur toutes les possibilités qu'offre la donation. Vous avez également la donation qui a un peu plus un caractère philanthropique et qui aujourd'hui se développe puisque vous avez beaucoup d'outils qui ont été créés par le législateur tels que le mécénat, les fonds de dotation qui permettent à des associations, des collectivités locales de mobiliser des fonds puisque vous savez que l'État est moins généreux qu'il y a quelques décennies. Voilà pour cette présentation succincte. Je peux vous rappeler que pour qu'il y ait donation, il faut que cette donation soit irrévocable. Ça signifie qu'on ne peut pas revenir sur cette intention libérale. En effet, vous connaissez l'adage populaire « donner c'est donner, reprendre c'est voler », ou l'adage plus juridique « donner et retenir ne vaut ». Je vous dis cela parce qu'il faut avoir bien à l'esprit que si le donateur réalise une donation, il n'est pas question qu'il revienne ultérieurement sur l'acte, de par sa seule volonté, bien sûr. Donc, on ne donne que ce dont on est sûr de ne plus avoir besoin. Ça, c'est déjà un prérequis. Alors, pour se concentrer sur le sujet de l'optimisation de la donation, on a choisi de vous présenter cela tout d'abord d'un point de vue financier, c'est-à-dire le premier objectif qui va être de réduire les frais, principalement les frais fiscaux. Donc ça, c'est un sujet que j'imagine auquel vous avez déjà réfléchi et auquel on va pouvoir vous apporter des précisions. Et le deuxième volet de la présentation sera optimisé en organisant la transmission de son patrimoine. Vous verrez que souvent on se focalise sur le premier, c'est-à-dire comment réduire au maximum les frais fiscaux, c'est-à-dire les droits de donation. Mais le second point est aussi très important d'un point de vue civil, lorsque vous avez plusieurs héritiers et réservataires, et pourrait aussi avoir des conséquences financières. Alors, sur le premier point, pour les frais fiscaux, le coût de la donation est composé, donc, premièrement, des frais de l'acte, et deuxièmement, des droits de donation. Les frais de l'acte, ce sont ceux qui correspondent à la rémunération du notaire.
Et ils sont composés également d'une partie de taxes, la taxe de publicité foncière, lorsque les biens donnés sont des biens immobiliers. Les frais fiscaux, eux, sont appelés droits de mutation à titre gratuit. Moi, je les appelle droits de donation. Et ils sont potentiellement dus lors d'une donation. Et leur montant varie selon le lien de parenté entre le donateur, c'est-à-dire celui qui donne, et le donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit. Alors, il est possible, grâce à certaines techniques, d'optimiser le montant de ces frais. Première piste, qui n'est pas forcément évidente, surtout psychologiquement, c'est de donner tôt pour pouvoir profiter plusieurs fois de l'abattement fiscal. Alors l'abattement fiscal, on va revenir dessus, c'est la loi qui les prévoit et ils viennent s'imputer sur la part taxable du donataire et la diminuent d'autant. Vous avez sûrement... Vous connaissez très certainement le montant accordé au profit des enfants, qui est de 100 000 €. Alors, au profit des conjoints ou partenaires de Pacs, vous avez un montant qui est... Alors, l'administration fiscale nous facilite la vie, puisqu'elle fait des chiffres qui ne sont pas ronds, mais les conjoints et partenaires de Pacs, c'est 80 724 €. Les petits-enfants, 31 865 €. Les arrière-petits-enfants, 5 310, les frères et sœurs, 15 932, les neveux et nièces, 7 967, et un donataire qui serait réputé handicapé, lui, bénéficie d'un abattement qui est de 159 325. Donc, ça fait beaucoup de chiffres, souvent on s'y perd un petit peu, d'autant que dans le temps, ces chiffres ont considérablement varié depuis 2006. Aujourd'hui, ils sont assez fixes depuis plusieurs années, donc alors, on ne serait pas contre une augmentation des abattements, hein, ça profiterait et ça réduirait le coût des donations, mais on préfère pour l'instant qu'ils arrêtent d'y toucher parce que les dernières modifications ont plutôt été à la baisse. Donc pour m'assurer que vous ayez bien compris, pour l'exemple simple de l'enfant, si un parent décide de donner à son enfant un bien ou une somme d'argent de 100 000 €, il va pouvoir lui donner sans que cette donation ne génère de droits. D'accord ? À partir de l'euro supplémentaire, c'est-à-dire s'il donne 100 000 et 1 €, à partir de l'euro supplémentaire, cet euro générera des droits de donation. D'accord ? Alors, cet abattement, que ce soit pour les enfants, les conjoints, les petits-enfants, etc., se renouvelle tous les 15 ans. Même chose, c'est un chiffre qui a considérablement évolué ces dernières années. Il fut un temps, on était à 10 ans, ensuite on est passé à 6 ans, ensuite on est repassé à 10 ans, et maintenant nous sommes à 15 ans. Même chose, c'est assez complexe à gérer, surtout lorsqu'on a plusieurs donations et qu'on est obligé de les compiler pour vérifier quels sont les reliquats d'abattement existants. Mais donc on préfère aujourd'hui que ça ne bouge pas, mais même chose, si le législateur décidait de réduire ce délai de 15 ans, ça ne pourrait que procurer une économie pour les contribuables. On peut vous donner un exemple. En 2018, donc, M. Léon souhaite donner à son fils la somme de 100 000 €. Aucun droit de donation n'est dû. Et son fils pourra alors à nouveau bénéficier de cet abattement en donc 2018 plus 15, 2033. Alors, c'est en cas de patrimoine important, il peut donc être opportun de donner le plus tôt possible afin de bénéficier plusieurs fois de ces abattements. C'est un conseil qui peut être donné. Après, c'est la donation, vous le verrez ensuite, elle est envisagée. Il y a une vraie psychologie autour de cet acte, donc il est très difficile de dire aujourd'hui, en 2018, je vais donner telle partie de mon patrimoine parce que je sais que dans 15 ans, je vais pouvoir donner telle partie. Qui est à même de se projeter sur 15 ans, c'est quand même assez compliqué. Donc, en fait, les problématiques, elles s'analysent un peu différemment quand on a les consultations avec le client. Mais il faut avoir à l'esprit que si on a un patrimoine important, en effet, plus tôt on commence,
plus l'économie sera importante. Voilà une des pistes pour réduire le montant des droits de donation. La deuxième piste, c'est de transmettre, alors pour les biens immobiliers, transmettre un bien immobilier avec réserve d'usufruit. Donc vous avez très certainement entendu parler également de cet outil. Je vous rappelle alors que la propriété d'un bien est composée donc d'une part de l'usufruit. L'usufruit, c'est ce qui permet à son titulaire, donc celui qui détient l'usufruit, de jouir du bien et de bénéficier des fruits de ce bien. Exemple, un bien immobilier loué, c'est l'usufruitier qui percevra les fruits, c'est-à-dire les fruits du bien immobilier loué, ce sont les loyers. D'accord ? Un portefeuille d'actions, l'usufruitier d'un portefeuille d'actions percevra les dividendes. Ensuite, l'autre composante de la propriété, c'est la nue propriété. Lorsqu'il existe un usufruitier, vous avez un nu propriétaire qui, lui, détient la propriété du bien, mais sans pouvoir en jouir ni en tirer les revenus. Et je dis toujours que c'est le futur propriétaire, c'est-à-dire que le jour où l'usufruit s'éteint, c'est-à-dire le jour bien souvent où l'usufruitier décède, eh bien le nu propriétaire devient plein propriétaire, c'est-à-dire propriétaire, et donc c'est à partir de ce jour où il perçoit les fruits du bien sur lequel il existait un démembrement. Alors la valeur de chacun de ces droits, que sont l'usufruit et la nue propriété, sont déterminés par l'administration fiscale, et vous avez peut-être déjà vu ce tableau, qui découle de l'article 669 du Code général des impôts et qui permet de valoriser l'usufruit et la nue propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier. C'est donc l'âge de l'usufruitier qui va être déterminant pour la valorisation de la nue propriété et de l'usufruit. Donc si vous lisez ce tableau, vous voyez que cette valorisation, elle fonctionne par tranche de 10 années. Donc à chaque anniversaire, non pas 20, 30, 40, 50, 60, mais 31, 31, 41, 51, 61, pour faire simple. C'est-à-dire que quand on vient de passer une dizaine, on est encore dans la tranche inférieure, mais à partir du moment où on fête imaginons son 51e anniversaire, la valeur de notre usufruit va varier et par voie de conséquence, la valeur de la nue propriété également. Donc prenons un exemple. Quelqu'un qui aurait entre 51 ans et 61 ans, qui est l'exemple, bien souvent les gens se sensibilisent à la question de la donation dans cette tranche d'âge, ou commencent à le faire dans cette tranche d'âge. Mais à la limite, c'est là où c'est le plus simple. Vous allez avoir une valorisation qui va être de 50% pour l'usufruit et de 50% pour la nue propriété. Est-ce que vous vous situez bien dans le tableau ? J'ai donc entre 51 et 61 ans, c'est-à-dire que j'ai moins de 61 ans, mon usufruit vaut donc 50% et par voie de conséquence, la nue propriété, les 50 complémentaires. Ça va pour l'évaluation ? Alors cette évaluation, elle va avoir un intérêt puisque lors de la transmission, la donation ne va porter que sur la nue propriété du bien. C'est-à-dire que le donateur va donner la nue propriété du bien et on appelle ça se réserver l'usufruit. C'est-à-dire qu'il est dans une démarche de transmission bien souvent à ses héritiers, ses enfants, et il choisit de conserver la valeur, le fruit que peut générer ce bien. Donc reprenons l'exemple de l'appartement loué. Lui dit, je vais avoir dans le futur besoin de ce loyer que j'ai de cet investissement qui était pour moi, imaginons, un complément de retraite. Donc jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai besoin de ce loyer. Je ne transmets donc à mes enfants que la nue propriété de ce bien. Et en fonction de la date à laquelle il transmettra, et surtout de l'âge qu'il aura le jour de la donation, la nue propriété aura une valeur déterminée par ce tableau. D'accord ? Donc si
vous transmettez un bien immobilier, la nue propriété d'un bien immobilier, et que vous avez entre 51 et 61 ans, la valeur de cette nue propriété est de 50%. D'accord ? Si vous décidez d'organiser cette donation alors que vous avez entre 61 et 71 ans, la valeur de cette nue propriété sera de 60%. Et plus vous avancez dans l'âge, plus la valeur de votre usufruit diminue, plus la valeur de la nue propriété corrélativement augmente. D'accord ? Donc, transmettre entre 51 et 61 ans, pour simplifier, ça revient à transmettre à moitié prix. Si vous transmettez la nue propriété alors que vous avez entre 51 et 61 ans d'un bien qui vaut 100, vous paierez des droits de donation sur les 100. Je mets de côté l'abattement, bien sûr, dont peut profiter le donataire. Imaginons qu'il n'y ait pas d'abattement. Vous paierez des droits de donation donc, sur 100. Si vous transmettez la nue propriété, vous ne paierez des droits de donation que sur 50. Je vois en vous regardant que tout le monde a l'air d'avoir bien saisi. Alors, voilà sur la question de la donation de la nue propriété. C'est quelque chose qu'on rencontre très souvent quand vous êtes dans un schéma où, en effet, le donateur souhaite anticiper la transmission de son patrimoine à ses enfants en optimisant le coût fiscal, c'est-à-dire les droits de donation, ou alors plutôt, le jour où il ne serait plus là, les droits de succession. Une dernière piste sur l'optimisation du coût fiscal, ce sont les dons manuels de sommes d'argent. Alors, même chose, c'était encore une mesure fiscale, donc la presse souvent communique beaucoup sur ces sujets, et puis il arrive un moment où on ne s'y retrouve plus. Souvent les gens connaissent le don Sarkozy, et ça c'était dans les années 2004 à 2006. Donc aujourd'hui, on essaie d'éviter cette appellation, on parle de dons manuels de sommes d'argent. Et les dons manuels de sommes d'argent, vous avez un dispositif spécifique, qui est soumis à plusieurs conditions, mais qui permet, l'objectif étant que les liquidités puissent circuler entre les générations. Donc c'est un dispositif qui est accordé, il faut que le donateur soit âgé de moins de 80 ans et que le donataire, lui, par contre, ait plus de 18 ans. Le donataire devant être soit un enfant, soit un petit-enfant, soit un arrière-petit-enfant. Alors arrière-petit-enfant, pour que le donateur ait moins de 80 ans et le donataire plus de 18 ans, il faut se dépêcher, il ne faut pas attendre trop longtemps pour faire les enfants, mais ça existe. Et ça peut être une solution quand on a plutôt des liquidités plutôt que des biens immobiliers, d'aider et de faire plaisir à ses descendants. Et en fonction du nombre de descendants, si l'abattement étant de 31 865, si vous avez 6 petits-enfants, je vous laisse faire le calcul, mais ça vous permet quand même de déjà transmettre une somme d'argent d'importance. Voilà pour ce que je pouvais vous dire concernant l'optimisation d'un point de vue fiscal. Ensuite, l'optimisation sur le point de la transmission de votre patrimoine. Alors, on vous rappelle qu'en l'absence de disposition prise du vivant du défunt, il appartient à ses héritiers de se mettre d'accord sur le partage de l'intégralité du patrimoine après son décès. Ça signifie que si une personne ne prend aucune disposition de son vivant, donc n'a consenti aucune donation et n'a établi aucun testament, il laisse ses héritiers, que ce soit des enfants ou des frères et sœurs ou parfois même des cousins, il va les laisser
enfin il ne sera plus là lui, mais en tout cas ce sera à eux de décider de la répartition du patrimoine et d'une répartition a priori égalitaire entre eux. Ce qui parfois ne facilite pas les choses. Donc, en dehors de l'avantage fiscal que peut procurer la donation, c'est aussi un outil qui permet d'anticiper la transmission du patrimoine auprès des héritiers et par là même qui permet d'éviter certains conflits qui pourraient se présenter lors de la succession. C'est-à-dire que de votre vivant, c'est vous en tant que chef de famille qui allez décider, avec l'accord de vos enfants, de la répartition future de votre patrimoine. Alors, ce qu'on vous invite bien sûr à faire, c'est que vous pourriez, vous savez très certainement que vous pouvez faire des donations qui ne soient pas notariées, c'est-à-dire si vous choisissez de donner une somme d'argent à un enfant, à un petit enfant, vous savez qu'il existe un formulaire sur le site de l'administration fiscale et vous avez une simple obligation de déclaration auprès de leur service avec un enregistrement. Mais vous pouvez faire ça simplement et c'est un acte qui ne génère pas de frais. On attire votre attention sur le fait que la donation notariée reste le principe. Parce que la donation par notarié ou par acte authentique présente différentes garanties. Le fait que cet acte est quasiment incontestable, c'est-à-dire que vous n'aurez pas, si vous avez donné à un de vos enfants et que son frère ou sa sœur conteste cette donation, si elle est faite par acte authentique, il sera beaucoup plus difficile pour elle de contester que si il s'agit d'un simple formulaire administratif enregistré auprès des impôts. Le deuxième avantage de l'acte notarié, c'est la conservation. Vous savez que l'acte est conservé au minutier du notaire. Aujourd'hui, la quasi-totalité des actes sont reçus par acte authentique électronique. Donc vous avez aujourd'hui un minutier central électronique qui est national. Donc il n'y a aucun risque de perte du document. À l'inverse, des déclarations de dons de sommes d'argent, on le voit nous fréquemment sur des familles avec 4 ou 5 enfants, avec des donations de sommes d'argent qui ont été faites sur des durées pouvant aller sur 15 ou 20 ans. Les gens, il est parfaitement compréhensible qu'on ne retrouve pas forcément les formulaires ou qu'on ne se souvient même plus forcément d'avoir réalisé des formalités auprès de l'administration fiscale. Ce qui peut causer des problématiques par la suite parce que lorsqu'ensuite on fait une donation par acte notarié que l'on enregistre, l'administration fiscale, elle, est assez bien organisée et peut retrouver les donations de sommes d'argent qui ont pu être consenties antérieurement et se rappeler auprès du contribuable pour éventuellement lui dire qu'il, par exemple, il a déjà consommé son abattement, ce qu'il aurait lui-même oublié. Et enfin, l'acte donc, de la donation notariée, elle est adaptée à la volonté du donateur. C'est le notaire qui rédige l'acte au regard des attentes du donateur. C'est en quelque sorte un acte que vous allez pouvoir assortir d'options qui, pour une fois, ne seront pas payantes. Donc vous allez pouvoir, par exemple, insérer dans un acte de donation une clause d'inaliénabilité. C'est une clause qui interdit au donataire de disposer du bien, c'est-à-dire de le vendre ou de lui-même le donner, pendant la vie du donateur, pendant votre vie. D'accord ? Donc pendant que vous êtes en vie, le donataire ne peut que conserver le bien. S'il souhaite le vendre, il peut solliciter votre autorisation, mais vous seriez en droit de refuser. On pourrait également insérer dans un acte de donation une clause de retour. La clause de retour, elle permet donc au donateur, en cas de prédécès du donataire, c'est-à-dire qu'on n'a pas suivi l'ordre naturel des choses, c'est malheureusement le donataire, celui qui a reçu, qui disparaît avant le donateur. Et cette clause de retour, elle va permettre au donateur de récupérer le bien donné
sans que ce bien soit lui-même se retrouve dans la succession du donataire, puisque les héritiers du donataire peuvent être différents, peuvent ne pas être le donateur. Donc à ce moment-là, le donateur, le bien revient dans le donateur. Fiscalement, on peut, à cette occasion même, demander le remboursement des droits de donation qui avaient pu être payés au jour de la donation. Le notaire va également pouvoir proposer au donateur d'insérer une clause qui permettra de qualifier la donation de graduelle. Alors la donation graduelle, c'est la donation dans laquelle le donataire doit obligatoirement conserver le bien donné, à charge de le transmettre lors de son propre décès à une seconde personne désignée dans l'acte. Vous avez par exemple, je ne sais pas, un enfant qui a un handicap et qui a besoin de revenus sa vie durant. Vous allez lui transmettre un bien qui génère des revenus en vous assurant qu'au jour de son décès, ce bien, par exemple, revienne dans sa consistance exacte à son frère ou sa sœur. On va pouvoir également insérer une clause qui permettrait de qualifier la donation de résiduelle. Alors la donation résiduelle, c'est une variante, c'est une personne, donc le second gratifié, qui recueillera uniquement ce qui subsiste de la donation consentie à la première personne, au décès de cette dernière. Donc à la différence de la donation graduelle, ici, le donataire, le premier donataire, a le droit de consommer le bien. Si vous envisagez de donner, par exemple, un compte-titre à un de vos enfants, il va avoir la possibilité de faire des arbitrages sur le contenu de ce compte-titre, donc de vendre des actions, d'en acheter d'autres. Il aura éventuellement même la possibilité de vendre la totalité de ses actions et de consommer donc l'entièreté de ce qui lui a été donné. À ce moment-là, il ne resterait rien au second gratifié. Par contre, si il ne profite par exemple que des dividendes et que le portefeuille de titres reste fourni, eh bien celui-ci, à son décès, reviendra au second gratifié. Là aussi, vous avez un avantage fiscal, c'est que lorsque c'est transmis au décès du premier donataire, la transmission au deuxième gratifié, elle se fait sans fiscalité. Alors enfin, ce qu'on vous incitera bien sûr à faire si vous avez plusieurs héritiers réservataires, c'est-à-dire plusieurs enfants, c'est d'organiser une donation partage. Là, vous aurez une véritable anticipation sur votre partage successoral, c'est-à-dire que vous allez choisir d'inclure dans cette donation partage une masse de biens de votre patrimoine et vous allez choisir de votre vivant, avec l'accord des donataires, de procéder à un partage équitable entre eux. Elle va vous permettre également, c'est ce qu'on rencontre très souvent quand les gens nous consultent, c'est-à-dire que vous avez aidé vos enfants en leur consentant des dons de sommes d'argent à des moments où vous aviez la capacité de les faire et à des moments qui correspondaient également aux besoins de vos enfants. Et un jour, vous venez nous voir et on va vous conseiller de faire une donation partage pour rappeler toutes ces donations qui ont été faites par ordre dispersé pour constater l'égalité à un moment donné. Ce sera très important parce que si cette opération n'est pas réalisée, le jour où vous ne serez plus là, vos enfants, en tant qu'héritiers présomptifs, vont devoir rapporter à votre succession tout ce qu'ils ont reçu. Et s'ils ont reçu, imaginons le montant de la somme d'argent qui leur a été donnée, mais
ils pourront devoir également rapporter ce qu'est devenue cette somme d'argent. Donc si bien souvent ils l'ont investi dans un bien immobilier et que la valeur de ce bien immobilier a évolué avec le temps, ils vont devoir rapporter ce que sont devenus, ce qu'est la valeur actuelle représentative du don de l'époque. Donc imaginez, vous avez donné 100 000 € à un de vos enfants qui a investi dans un bien immobilier qui, le jour où vous n'êtes plus là, donc au règlement de votre succession, vaut le double, il va devoir rapporter à votre succession non plus 100 000 €, mais 200 000 €. D'accord ? À l'inverse, si vous avez donné 50 000 € à votre autre enfant qui, lui, n'a pas fait d'investissement fructueux, l'autre enfant, lui, ne rapportera que 50 000 €, que le montant de la somme reçue. Et ce seront les bases du partage entre eux. Donc vous aurez un des enfants qui dira « Moi, j'ai investi en bon père de famille et j'ai choisi de faire un bon investissement et aujourd'hui, voilà ma récompense. Je suis obligé de partager avec mon frère ou ma sœur la plus-value qu'a générée la somme que j'ai reçue de mon parent. » Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on s'attarde très souvent à vous expliquer l'intérêt que peut avoir la donation-partage. Et on essaie souvent de vous convaincre que même si aujourd'hui elle a un coût, parce que lorsque vous rapportez ces dons de sommes d'argent qui ont pu être faits par ordre dispersé, on appelle ça une donation qui va être incorporée et malheureusement elle va avoir un coût fiscal puisqu'elle va supporter un droit de partage qui est de 2,5%, ce qui va alourdir la note. Donc ensuite, on essaie de dispenser de bons conseils aux clients qui viennent nous voir en leur disant que la donation manuelle comme ça, même si elle est simple, il faut peut-être la repenser et peut-être plutôt envisager un acte de prêt dans un premier temps, en sachant très bien que notre enfant n'aura pas, que l'esprit n'est pas qu'il nous rembourse, si vous voulez, mais de générer une créance qui aura une date certaine, et que lorsque vous aurez prêté à chacun de vos enfants une somme quasiment équivalente, ou en tout cas le jour où vous serez à même d'égaliser ce que chacun de vos enfants a reçu, d'aller voir votre notaire, de lui dire voilà ce que j'ai prêté à mes enfants, donc les créances que j'ai contre mes enfants, et voilà ce que je suis prêt à leur donner aujourd'hui pour qu'ils aient une somme équivalente chacun, et à ce moment-là, dans cet acte de donation, vous donnerez le complément et vous abandonnerez également la créance que vous avez vis-à-vis de chacun de vos enfants. Et ça, le fait que vous abandonniez cette créance, qu'on intègre cette créance dans la donation-partage, là, vous ne subissez pas le droit de partage de 2,5%. Et là, ça fait tout de suite une nette différence sur le coût fiscal de l'opération. Alors, on pourrait également, dans la donation notariée, consentir ce qu'on appelle une donation transgénérationnelle. Donc là, la transgénérationnelle, elle va vous permettre de gratifier au sein d'un même acte vos enfants, vos petits-enfants, dans le même acte, à condition bien sûr que vos enfants soient d'accord en quelque sorte de s'effacer en totalité ou partiellement au profit de leurs propres enfants également. C'est un outil qui est très utile aujourd'hui puisque si vous avez un âge situé entre 80 et 90 ans ou plus et que vous souhaitez vous retrouver avec un patrimoine important, que vos enfants ont déjà eux-mêmes leur propre patrimoine constitué au cours de leur vie active, il sera peut-être plus intéressant que votre patrimoine aille directement à vos petits-enfants, c'est-à-dire qu'on fasse un saut de génération. In fine, on économisera le coût de la transmission d'une génération. Alors, ici, il faut que je vous parle un peu plus précisément de ce que l'on appelle le rapport. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement.
Un donateur, donc, lors de sa succession, est présumé avoir voulu conserver l'égalité entre ses héritiers. On parle de rapport des donations. Ce rapport, il est dû par les héritiers au jour de la succession. Donc les donations, comme je vous disais tout à l'heure, consenties par le donateur à ses héritiers, sont fictivement réintégrées dans l'actif successoral avec les biens existants dans le patrimoine du défunt au jour de son décès. Alors quand on vous explique ça, nous on comprend très bien et je vois dans vos regards que vous un petit peu moins. Donc je vais vous donner un exemple. Monsieur Adam a 2 enfants, Benoît et Clémence. De son vivant, il a consenti une donation de 100 000 € à son fils et les biens existants à son décès sont de 200 000 €. L'actif successoral va donc se composer des 100 000 € qu'il a donnés à son fils et des 200 000 € existants au décès, c'est-à-dire un total de 300 000 €. Dans cette hypothèse, chacun aura vocation à recevoir la moitié, c'est-à-dire 150 000 €. Donc, au jour du règlement de la succession, Benoît, qui a déjà reçu 100 000, recevra donc 50 000 pour la lotir de ses droits, et Clémence, elle, héritera de 150 000. D'accord ? Donc sur le montant qui doit être rapporté, comme je vous disais tout à l'heure, le principe c'est que c'est le montant nominal donné qui doit être rapporté. Si la somme a servi à acheter un bien, on prendra la valeur du bien au jour du décès, en tenant compte de l'état du bien à l'époque de son acquisition. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de la somme d'argent donnée qui a servi à l'acquisition d'un bien immobilier. Dans cette hypothèse, c'est la nouvelle valeur qui sera rapportée en fonction de l'évolution du prix du bien immobilier. Alors, un petit rappel également sur, c'est un petit peu d'actualité, sur vos droits de disposer de votre patrimoine. Si vous avez des héritiers réservataires, ces héritiers sont protégés par la loi. Ils doivent recevoir une part minimale de votre patrimoine. Alors, les héritiers réservataires, ce sont les enfants vivants ou représentés, c'est-à-dire qu'on inclut, si vous avez un enfant prédécédé, ses propres enfants, qui sont vos petits-enfants, vont venir par représentation et seront donc réservataires. En l'absence d'enfants vivants ou représentés, il faut avoir à l'esprit que le conjoint est réservataire, à hauteur d'un quart. Donc vous avez un petit tableau ici qui vous synthétise ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Donc en présence d'un enfant, elle s'établit à la moitié, 2 enfants aux 2/3 et 3 enfants ou plus aux 3/4. Ensuite, peu importe le nombre d'enfants, elle arrête de varier. Et donc en face, vous avez la quotité disponible, c'est-à-dire ce dont vous pouvez disposer au profit d'autres héritiers ou de tiers sans porter atteinte à la réserve héréditaire de vos héritiers. Alors si vous venez nous voir, nous on vous avertira de l'existence de cette réserve et de la probabilité, dans l'hypothèse où vous consentez une donation à un tiers qui n'est pas un de vos héritiers réservataires, à la probabilité que cette donation se voit réduite le jour où lors du règlement de votre succession. Car si vous avez dépassé la quotité disponible, la personne qui a reçu ce bien ou cette somme d'argent devra indemniser l'héritier réservataire. N'essayez pas de comparer avec toute actualité, parce que c'est quand même leur dossier est un dossier assez particulier où on va
tenir compte en plus d'éléments d'extranéité, de droit international privé. Donc il ne faut surtout pas essayer de régler son cas en lisant les journaux ou même les consultations qui peuvent être données par certains professionnels dans les journaux à ce sujet. On peut vous citer un exemple de réduction. Monsieur Daniel, qui a 3 enfants, qu'on pourrait prénommer Elvire, Flavie et Gabriel, qui sont les seuls héritiers au jour de son décès. Elvire a reçu une donation d'un montant de 300 000 €. Et au jour du décès, le patrimoine de Madame Daniel est évalué à 100 000 €. Donc le calcul de l'actif successoral sera le montant des donations qui ont été consenties, c'est-à-dire 100 000 €, plus la valeur des biens au jour du décès, 300 000 €, c'est-à-dire un total de 400 000 €. Dans cette hypothèse, et puisque Madame Daniel avait 3 enfants, vous serez tous d'accord si je vous dis que la réserve, qui est donc des 3/4, s'élève à 3/4 de 400 000, 300 000 €. La quotité disponible, elle, sera donc de 100 000 €. La donation qui est reçue par Elvire excède donc sa part réservataire, ainsi que la quotité disponible de 100 000. Elle devra donc indemniser ses frères et sœurs. D'accord ? Alors, dans des cas particuliers, on pourra conseiller, dans l'hypothèse en effet où on a plusieurs héritiers réservataires, qu'un des héritiers réservataires n'a pas besoin d'être gratifié, parce qu'il a une situation qui lui permet de dire moi je n'ai pas besoin d'une partie du patrimoine de mes parents, que ce soit par donation ou par succession. Dans cette hypothèse, on peut aujourd'hui préparer un acte qu'on appelle un acte de renonciation à l'action en réduction. L'acronyme est RAR, R-A-A-R. Et donc par anticipation, l'héritier réservataire va renoncer à sa réserve. Ce qui permettra, dans cette hypothèse, d'avantager les autres héritiers, et notamment quand vous avez un enfant qui aura des besoins plus importants dus à un handicap ou à une situation particulière. Alors, un dernier outil dont on peut vous parler, c'est la donation de l'usufruit temporaire. Alors, à l'inverse, tout à l'heure, on vous a expliqué ce qu'était l'usufruit et la nue propriété. Ici, vous allez avoir la possibilité de céder un usufruit sur un bien de manière temporaire. Et cette donation va présenter plusieurs avantages. Alors, pour le donataire, elle va lui permettre de bénéficier des fruits du bien immobilier pendant une certaine durée. En tant qu'usufruitier, il va pouvoir donc soit habiter le bien, sans avoir de frais de logement, soit le louer et percevoir le montant des loyers. Pour le donateur, faire la donation d'usufruit temporaire va lui permettre de sortir le bien de l'assiette taxable de l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Vous savez que c'est ce qui remplace l'impôt sur la fortune et qui donc ne concerne plus que les biens immobiliers. Donc toutes les stratégies un petit peu patrimoniales aujourd'hui ont évolué du fait de cette évolution de la législation fiscale et ça a réduit considérablement quand même le nombre de personnes qui sont susceptibles d'être à l'impôt sur la fortune immobilière, mais c'est un outil qui peut rester opportun. Même chose, il faut que ça corresponde aux besoins, que ce soit du donateur et du donataire. Alors il faudra quand même à cette occasion rappeler que le donataire, c'est-à-dire celui qui bénéficie de cet usufruit temporaire, devra rapporter le montant total valorisé de cet usufruit. C'est-à-dire que si cet usufruit temporaire s'est matérialisé par la perception de le loyer, ces loyers seront capitalisés et seront rapportables au règlement au jour de la succession.
Sur la valorisation de cet usufruit temporaire, c'est l'administration fiscale qui le précise, et cet usufruit temporaire est estimé à 23% de la valeur du bien en pleine propriété pour chaque période de 10 ans. Donc si vous êtes sur une durée d'usufruit temporaire de 9 ans, vous prendrez 23% de la valeur du bien. Si vous êtes sur un usufruit temporaire de 11 ans, vous serez à 2 fois 23%. Donc il faut toujours faire un petit peu attention sur la durée que vous fixerez dans cet usufruit temporaire. Alors le jour à l'extinction de cet usufruit temporaire, le nu propriétaire, c'est-à-dire celui qui a donné, redevient pleinement propriétaire, et alors, si le bien est loué, c'était alors à ce moment-là où il récupère le bénéfice des loyers. Voilà sur les outils qui vous permettent d'optimiser juridiquement la transmission de votre patrimoine, et j'imagine que vous avez sûrement quelques questions en relation avec vos projets, ou plutôt d'ordre général.